Je me suis construite en tant qu'adulte, autour de valeurs, profondément antiracistes, anticolonialistes et féministes et qu'en fait, je découvre petit à petit que, cette histoire-là fait partie de moi aussi. J'ai vraiment envie de mettre en lumière, cette histoire-là par l'histoire intime et familiale. Parce pour moi, il y a une forme de responsabilité aussi, qu'elle soit collective avec, les institutions et cetera, mais de manière, individuelle, de parler de ces histoires, coloniales dans nos familles, c'est important, ouais. Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. L'histoire de Boîte Noire commence quand l'artiste visuel Manon Tagan s'immerge dans les archives laissées par son père à son décès en 2018 et qu'à travers l'ensemble des images et des traces inventoriées, 5000 photographies ou films argentiques, elle tente de percer le mystère d'une généalogie jusqu'ici restée inaccessible. On le sait, l'identité se forme dans la filiation. L'enquête de la photographe est ainsi une quête identitaire autant qu'un travail documentaire sur la grande histoire sous-jacente à la sienne, un contexte qui raconte les liens entre la France coloniale et le Cameroun des années 50, où ses grands-parents sont restés une décennie de 1948 à 1959 et où son père est né. Chercher, comprendre, créer des liens entre passé et présent, orchestrer l'intime et le collectif, révéler la constellation familiale, combler l'absence, donner vie aux fantômes, voici les thèmes de cette émouvante conversation menée par Yannick Le Guillanton, qui nous rappelle à quel point la photographie est le médium de la mémoire. Bonne écoute. Bonjour Manon Tagan. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Boîte Noire, une exposition que vous présentez actuellement à Paris dans le cadre du festival Circulation. Alors tout commence alors que vous récupérez dans l'appartement de votre père plusieurs milliers de clichés, films négatifs qui sont en quelque sorte les témoins en images de votre généalogie paternelle. C'est une histoire dense, protéiforme, qui commence au Cameroun dans les années 40. Pouvez-vous nous dire en quelques mots dans quel contexte vous récupérez ces archives et quels sont les protagonistes de ces images qui amorcent votre exposition, qui est aussi en quelque sorte une enquête? Boîte Noire, c'est une enquête qui démarre en 2018, au moment où mon père se fait expulser de son appartement. Mon père était alcoolique et dépressif et entre les années 2017 et 2018, ça dégringole assez vite et je finis par devoir récupérer ses affaires. J'ai 3 mois pour choisir ce que je veux garder de chez lui et constituer mon héritage matériel parce qu'il décédera quelques mois plus tard. Et donc, en 3 mois, je décide de sauver surtout des milliers d'images, des films, des bobines Super 8, ses appareils photo et quelques affaires qui lui ont appartenu. Et à partir de ce moment-là, tout ça est bien rangé dans quelques boîtes jusqu'à plusieurs années plus tard où je commence à comprendre l'ampleur de ce que j'ai récupéré et je décide de mener l'enquête au sein de ces archives familiales et de mes questionnements pour aller chercher des réponses à mes questions. Est-ce que vous pouvez nous dire juste un petit mot aussi des racines de cette famille, puisque votre père, il est né au Cameroun, hein? Oui, c'est ça. Mon père, il est né au Cameroun en 1949, à l'époque où c'était un protectorat français. Mon grand-père et ma grand-mère, ils sont arrivés en 48. Mon grand-père était vétérinaire inspecteur à l'époque, ma grand-mère était professeure d'éducation physique. Et donc, ils s'installent tous les deux. Mon père naît là-bas à Maroua, dans le nord-est du Cameroun. Ma tante naît en France et s'installe ensuite là-bas. Ils sont tous les 4 à Garoua, dans une grande maison blanche pendant 10 ans. Et ils y vivent jusqu'au décès de mon grand-père en 59, de manière un peu énigmatique, puisque très vite, ils s'intègrent dans la politique coloniale au Cameroun. Et ils finissent par rentrer tous les 3 en France en 59. Alors donc, vous découvrez, quand vous ouvrez ces boîtes, un fond immense, fragmentaire, avec beaucoup de zones d'ombre. Quand vous commencez à travailler dessus, est-ce que vous cherchez des réponses précises ou est-ce que vous vous laissez guider par les images que vous trouvez ?
Déjà, ça a été de commencer par faire inventorier un peu tout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'enfance que j'ai eue avec mon père, lui, il avait perdu son père, puis sa mère, puis sa sœur, et en fait, j'avais personne pour répondre à mes questions à ce moment-là, donc toutes les photos que je découvrais, j'avais aucune idée de ce que j'avais sous les mains, et personne pour répondre à mes questions, donc ça a été fait vraiment par des mouvements d'aller-retour, et très instinctif d'essayer de placer des noms sur des visages et inversement. Parce qu'il n'y avait pas de rapport avec sa famille au sens large, ses propres oncles, ses propres tantes, cousins, cousines? Non, pour plein de raisons et dont je n'ai pas toujours les réponses. Il avait coupé les ponts avec tout le monde. Donc ce qui vous reliait à votre histoire paternelle, c'était uniquement tous ces éléments, tous ces documents? Toutes ces images, ouais. Donc l'enquête, elle s'est faite sur plusieurs formes et plusieurs temporalités. Et j'avais envie de valoriser déjà toutes les images d'archives que j'avais retrouvées, mais aussi, moi, documenter toute mon enquête par de la prise de vue et de la photographie argentique noir et blanc. À côté de ça, j'avais récupéré aussi un fond de bobine Super 8 de films de famille. Et j'avais aussi envie de filmer en Super 8 toute cette enquête. Il y a un gros travail du son aussi que j'avais envie de mener parce que je savais que j'allais rencontrer des gens et que c'était important pour moi de garder une trace orale de toutes ces histoires. Et puis, il y avait aussi un gros travail documentaire d'aller fouiller dans les archives institutionnelles, d'aller regarder des documents pour comprendre un peu le contexte de mon histoire. Et qu'est-ce qui vous intéressait fondamentalement dans cette recherche? Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Il y avait surtout ce côté de comprendre quel était le contexte des images que je regardais, de comprendre quel était le contexte de la vie de ma famille, de quelle était la place de mon grand-père au Cameroun à cette époque-là, de ma grand-mère, puis la vie de mon père et de ma tante, d'avoir un peu des bases de ce qu'était cette vie il y a 80 ans, quoi. J'ai envie que ça prenne plusieurs formes, qui est effectivement un travail photographique, un travail autour du son, un travail autour du film, et une spatialisation de tout ce travail-là pour comprendre et rentrer dans cette enquête en tant que spectateur. Alors, votre travail, il se construit à la frontière du documentaire et de la fiction. On se perd dans le temps en faisant le choix de l'argentique dans vos photos contemporaines face à des images d'archives. Pourquoi était-ce important pour vous de brouiller cette temporalité entre le passé et le présent, tout simplement? Alors déjà, il y avait le fait que dans les affaires de mon père, j'ai récupéré tous ses appareils photo et que j'avais envie d'utiliser ces outils à lui pour mon enquête. Au commencement de cette enquête-là, je ne savais pas par où commencer. Il y avait un début en 1948, un début en 59, un début en 97 quand je suis née, un début en 81. Enfin, il y a plein de moments où on peut prendre le... Vous parlez des ancrages, oui. Oui, voilà. Il y a plein de moments où on peut démarrer le récit. Et en fait, c'est constamment des mouvements d'aller-retour, des boucles, des ellipses. Et je voulais vraiment m'insérer dans ce mouvement-là pour effectivement brouiller les pistes et qu'on ne sache pas, en fait, à quelle époque a été prise l'image et par qui. Alors, dans l'exposition, les images que vous, pour le coup, vous réalisez, elles sont peut-être moins factuelles que celles provenant des archives. Elles sont poétiques, parfois énigmatiques. Vous assumez notamment pleinement le flou. Comment est-ce que vous avez pensé à orchestrer cette mise en regard? Je voulais surtout me détacher d'un regard esthétique, d'une recherche de l'esthétique, et surtout être beaucoup plus dans un journal intime, sensible de cette enquête-là, plus documentaire, et me détacher vraiment de la forme, sauf par le geste du flou, du mouvement, et donc de vraiment mettre en image des moments que je vivais avec les personnes que je rencontrais, les lieux que je découvrais, et les faire dialoguer avec les archives que j'avais récupérées aussi. Parce qu'il y a des endroits qui ont été pris à des moments contemporains et d'autres qui font partie des images d'archives. Alors, on va peut-être regarder une de ces images et vous allez nous en parler. Alors, il s'agit d'une table qui est un peu isolée dans un paysage qu'on imagine être la nature, avec une carte sur cette table, petite table, un type camping. Oui, c'est ça. Alors, en fait, dans l'exposition, elle est vraiment centrale sur le mur. C'est donc une table de camping avec une chaise de camping et par-dessus, il y a une carte Michelin.
Et en fait, c'était mon bureau durant toute mon enquête, parce que il faut savoir que, en gros, quand j'ai commencé à comprendre un peu l'envergure de ce projet-là, j'ai décidé de partir pendant 2 mois et demi, 3 mois, à travers toute la France pour aller rencontrer toutes les personnes qu'il fallait que je rencontre. C'est essentiellement des gens de votre famille. C'est essentiellement des gens de ma famille, oui. Et du coup, je suis partie toute seule en voiture, dans une voiture que j'ai aménagée et dans laquelle je voyage toute seule tout le temps. C'était aussi un moment d'émancipation, de voyage solitaire que j'apprécie beaucoup et qui en fait me rappelle à chaque fois mon père, parce que c'était aussi sa vie à lui de voyager solo. Et c'est une forme aussi d'autoportrait je suis placée au milieu de cette exposition, juste au-dessus de mon nom dans l'arbre généalogique qui fait le mur de l'exposition. Alors, vous faites bien de le dire, effectivement, en termes d'accrochage dans l'exposition, il y a cet arbre généalogique aussi que vous avez reconstitué. Ouais, l'arbre généalogique, ça a été un outil que j'ai fait et refait en découvrant des gens, des prénoms, etc. Et en fait, c'est devenu un peu la matrice de tout ce projet-là. En plus, il est présenté sur le mur. Il a été dessiné à la main. C'est une carte, en fait. C'est une carte qui fait référence aussi à la carte et à la carte Michelin qu'on retrouve sur cette table-là. Exactement. Et donc, sur ce mur-là, il y a cet arbre généalogique qui est immense, qui prend tout le mur, qui est comme une arborescence. Et par-dessus viennent se déployer toute la série photo, à la fois d'images d'archives, à la fois d'images que j'ai produites. Quelques textes qui permettent de contextualiser aussi, qui sont de différentes provenances. Soit c'est des écrits personnels, ou des courriers de mon père, ou des textes que j'ai découverts aux archives d'Aix-en-Provence. Et c'est vraiment conçu pour qu'on puisse voyager à la fois sur cet arbre généalogique entre les images et entre les textes, pour qu'on vienne se balader dans cette histoire. C'est un peu comme un livre qui aurait été déployé sur une CMS. Mais il y a aussi d'autres éléments, puisqu'il y a à la fois des témoignages sonores et des films Super 8, un vrai film Super 8 et un film contemporain, c'est ça ? Oui, alors les 2 films sont Super 8. Oui, les 2 films sont Super 8, pardon. Mais il y a un film qui est un extrait des images de films de famille que j'ai récupérés, et un autre qui fait partie des films que j'ai faits pendant mon enquête, ouais. À propos de la photo, je disais tout à l'heure que vous nous perdez dans la mise en regard entre les archives et les photos noir et blanc que vous réalisez. Là, je crois que sur cette image précisément, celle de la petite table de camping, il y a un élément qui nous ramène à aujourd'hui, c'est ce téléphone portable qui vous accompagne. Tout à fait, oui, il y a mon téléphone portable sur la table. Alors le titre que vous avez choisi, Boîte noire, il évoque immédiatement l'appareil qui capte les conversations des pilotes dans les cockpits, dont on entend d'ailleurs surtout parler lors d'événements tragiques, lors de crash. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? Eh ben, ce titre, c'est assez rigolo parce qu'il est venu assez vite. En fait, au départ, ce projet-là, c'était autour de quand j'ai récupéré ses affaires en 2018. Après le décès de mon père, j'avais envie de faire un projet autour de mon père, surtout autour du deuil, de l'absence. Et quand j'ai commencé petit à petit, parce que ça a pris quand même quelques années, histoire de digérer d'abord, quand j'ai commencé à ouvrir ces boîtes-là, je me suis rendu compte effectivement de l'ampleur et de ce que j'avais entre les mains. Et ça m'est venu assez vite, ce titre de Boîte noire, effectivement, ce qui enregistre tout et qu'on découvre beaucoup plus tard, qui est crypté, que personne ne peut forcément déchiffrer, jusqu'à ce que... Et le titre est venu bien avant le début de l'enquête, en fait. En 2018, je récupère les affaires, mon père décède. En 2020, lors d'une résidence à l'Hectolitre à Bruxelles, je commence timidement à ouvrir certaines enveloppes, certaines boîtes et à découvrir des négatifs. Et donc, j'avais commencé à réaliser une vidéo de négatifs qui passent en boucle, mais que j'ai pas du tout osé passer en positif et qui sont restés négatifs pendant très longtemps, que j'avais scanné avec un scanner pas très bonne qualité en plus à l'époque, mais... Et donc, c'est resté comme ça pendant très longtemps. Et puis après, il y a eu plein d'événements de la vie qui ont fait que j'ai voulu mettre ça de côté. Et en 2023, à peu près, quand je me suis reposée, parce que j'ai beaucoup voyagé entre 2020 et 2023, quand je me suis reposée quelque part, je me suis dit, OK, là, j'ai vraiment besoin de le faire, j'ai vraiment envie de le faire. Et j'avais aussi envie d'attendre et de laisser les choses décanter parce que je savais que c'était très important, que c'était très gros et que je voulais pas faire ça ni à la va-vite, ni n'importe comment. Donc j'ai commencé à vraiment établir vraiment mon enquête, à réécrire en 2023-24. Et je suis partie
en 2024. J'ai commencé à scanner les négatifs en 2024 et je suis partie pour la première fois en 2024. Vous parlez d'une résidence. La photographie, elle est très présente dans votre famille, à travers vos grands-parents, votre père qui vous a pris beaucoup en photo quand vous étiez enfant. Mais la photographie, c'est pas votre formation initiale. Qu'est-ce qui vous a amené à vous approprier ce médium aujourd'hui ? Eh ben, effectivement, elle m'a toujours accompagnée. Déjà, comme vous le dites, j'ai toujours grandi dans une famille où on faisait énormément d'albums photos. Il y avait des appareils photo partout. En fait, mon père a toujours eu plein d'appareils. Il a été photographe aussi brièvement dans sa vie. Et donc, dès toute petite, les premières photos que j'ai dû faire, je devais avoir 4 ou 5 ans, je pense. Et donc, assez jeune, j'ai eu mon premier appareil photo numérique. Et puis, très vite, j'ai été intéressée par l'argentique. Donc, mon père m'a beaucoup appris par rapport à ça. Et mon grand-père maternel aussi, donc de l'autre côté, qui était photographe, m'a aussi beaucoup appris. Donc, ça m'a toujours suivi. Mais néanmoins, vous avez fait des études d'art en relation avec l'art. Oui, mais alors pas du tout la photo. C'est vrai que j'ai fait un lycée d'art appliqué à Paris, à Maximilien Vox. Et puis après, de la scénographie à l'école Boulle. Et puis après, de l'art numérique à l'EPSA. J'ai fait une licence d'art plastique avec la Paris 1 à distance. Et j'ai fini par un bachelor de sculpture et d'installation aux Beaux-Arts de Bruxelles. Donc, finalement, un parcours qui correspond bien aussi à la diversité de l'œuvre que vous présentez aujourd'hui, puisqu'elle est assez multiple. Oui, et que la spatialité des images et de comment on circule. Ça, c'est très important. Ouais. Ça m'a toujours intéressée et ça fait vraiment partie de comment j'ai envie de mettre en place cette enquête aussi. Et pour revenir à la photographie, est-ce qu'il y a des photographes, par exemple, ou des artistes d'ailleurs au sens large, qui ont formé votre regard ? Eh ben, je pense beaucoup à Oscar Munoz, qui est considéré comme un peintre, mais alors, bon, bref, on peut mettre plein de mots, que j'avais découvert justement au Jeu de Paume quand j'étais au lycée en 2014 et qui m'avait marqué et qui me suit un peu depuis cette année-là, notamment pour son travail autour de la disparition, de l'apparition, du portrait, de l'autoportrait, de tout ce travail autour de la mémoire et de la matérialité de la photographie et comment elle transcende aussi son support, quoi. Et c'est un artiste que j'admire beaucoup. Et plus récemment, j'ai découvert le travail de Diana Marcossian à Faume avant qu'elle soit à Arles l'année dernière, sur son projet Father, qui m'avait juste bouleversée, comme j'imagine beaucoup de gens. Et notamment cette enquête qui est à la fois tellement intime et tellement politique, et le travail du noir et blanc et la scénographie aussi qui va avec. Et puis la clôture de l'exposition où il y a une boîte aux lettres avec... qui invite les visiteurs à laisser un courrier. Un courrier, ouais. Ouais. Alors, dans votre démarche, il y a aussi, vous l'avez dit, un travail d'enquête très concret. Il s'agit de reconstituer un arbre généalogique, vous retrouvez des membres de votre famille dont vous allez recueillir la parole, qui vous permet aussi d'étoffer votre recherche. Je voulais savoir si ces voix, ces rencontres, elles vous aident à clarifier votre histoire ou finalement, est-ce qu'elles la complexifient ? Est-ce qu'elles vous entraînent aussi sur d'autres pistes ? Eh ben, un peu les deux, parce que déjà, il y a eu toute l'enquête m'a permis de retracer tout cet arbre généalogique que je connaissais pas depuis 1 an et demi et de découvrir toutes ces personnes qui étaient très heureuses de me rencontrer et dont maintenant qui sont ma famille en fait. Donc il y a un côté vraiment joyeux à ça. Elles m'ont permis effectivement de répondre à mes questions, mais d'en rajouter encore plus, parce qu'elles non plus n'avaient pas forcément de réponse à leurs propres questions. Ça a ouvert des boîtes. En fait, c'est un projet à tiroir, quoi qu'il arrive, quand on tire un fil, infini, ouais. C'est infini. Ouais. Alors là, vous nous parlez des vivants et de la joie que vous avez à les rencontrer. Donc sur les images, il y a aussi tous ces disparus. Donc votre père, votre tante, votre grand-mère, votre grand-père. Est-ce que vous avez parfois l'impression de dialoguer avec ces personnes qui ont pris les images, donc des gens de votre famille, ou qui apparaissent sur ces images ? Oui, alors ça a été un peu compliqué au début parce que je me posais beaucoup de questions de qui était qui et que c'était compliqué de savoir, de mettre des visages et des noms, de faire coïncider les deux. Et puis de qui en fait prenait ces photos, qui filmait, j'arrivais jamais à savoir. Et c'est cette enquête et ces rencontres avec ces gens qui les ont connus et qui les ont connus très bien dans ma famille, mes cousines éloignées, ma grande-tante, qui ont permis justement de replacer tous ces gens sur l'arbre généalogique et dans les images.
Et c'est assez rigolo parce que les films de famille où on voit ces gens vivants, moi, il y avait un côté qui sont mes grands-parents, mes grands-parents, ma tante et mon père, à part mon père, que j'ai jamais connu, parce qu'ils sont tous morts bien avant ma naissance. Il y avait un côté de ça devenait presque un film de fiction, en fait, je les connais pas, c'est des personnages. Mais néanmoins, peut-être aussi que vous les connaissez à travers le regard qu'ils portent sur l'autre, quand vous savez qui porte la caméra ou qui dirige l'appareil photo, ça instaure peut-être un lien de familiarité avec des gens qui ont disparu. Oui, mais il y avait un petit côté aussi de tendresse. J'ai beaucoup ressenti de la tendresse, surtout par rapport à mon père, du coup, que j'ai connu adulte et très malade et vraiment pas bien. De le voir enfant, en fait, je me suis surprise à le voir autant sourire sur des albums de photos ou sur les films. Et donc, il y avait cette espèce de recul aussi, de mouvement de recul, d'être éloigné de cette histoire qui m'appartient, mais en fait m'appartient pas. Et en même temps, d'être complètement happé dedans, quoi. D'ailleurs, en fait, ces images, puisque votre père, vous avez vécu avec lui, ces images, elles étaient dans son appartement. Comment ça se passait ? Il y avait un blackout sur ce trésor de famille, en fait, ce trésor en images, ou est-ce qu'il vous en a parlé, il vous a montré quelques clichés dans votre enfance ? Eh ben, pas tellement. En fait, je savais que mon père était né au Cameroun, je savais qu'ils y avaient vécu tous les 4. En fait, la légende familiale, en tout cas l'histoire familiale que mon père me racontait, c'est qu'il était né au Cameroun, que son père était vétérinaire, ma grand-mère était prof de sport, ils y ont vécu avec sa tante, et puis tout le monde est mort petit à petit entre les années 50 et 80, sauf lui. Et donc, il en parlait pas, il me montrait pas, mais en même temps, ça faisait partie de tous les objets qu'il y avait à la maison, son histoire à lui. En fait, c'était des fantômes en permanence. On savait qu'ils étaient là, mais il en parlait jamais. Et donc, tout ce rapport au Cameroun, j'en avais à peine conscience. C'est pour ça qu'au départ, quand j'ai voulu démarrer ce projet, c'était vraiment un projet autour de mon père. Et qu'en ouvrant les boîtes, je me suis rendu compte que non, je vais devoir parler du Cameroun, en fait. Alors justement, au-delà de l'enquête intime, familiale, voire tragique parfois, Boîte Noire nous interroge aussi sur notre rapport à l'Afrique et à la colonisation. À quel moment, donc, ce lien est devenu central pour vous, comme vous le dites, c'est en effeuillant un peu ces albums de famille, en regardant les films, les archives, le contenu ? Oui, complètement. C'est une fois que j'ai décidé de vraiment mettre le nez dans ces images que je me suis rendu compte de la quantité d'images que j'avais de leur vie au Cameroun. Il y a quand même, sur les milliers de négatifs, il y en a quand même peut-être 400 ou 500 qui montrent leur vie à Garoua. Oui, parce que le fond, je crois que vous ne l'avez pas précisé, mais ça représente combien d'images au total ? En tout, à peu près 5000, je pense. Ouais, donc et là, j'ai dû numériser la moitié. Et sur cette moitié-là, il doit y avoir, pour le moment, 400 ou 500 images qui ont été prises au Cameroun dans les années 40-50. Et 1 heure de film, Super 8. Et du coup, c'est à ce moment-là, quand vraiment je me dis, OK, c'est le moment d'ouvrir les boîtes, c'est le moment d'ouvrir les enveloppes, que je me dis que, effectivement, il y a quand même une portée autour de l'histoire coloniale française. Et puis, en rencontrant les gens, en commençant à avoir un peu des témoignages des gens de ma famille, de comprendre aussi la place de mon grand-père, et qu'en fait, c'est intrinsèquement lié à l'histoire de ma famille, quoi. Oui, parce que votre grand-père, en fait, il occupait des fonctions officielles au Cameroun. Il avait une forme de représentation de la France au Cameroun dans son activité, au-delà du fait d'être vétérinaire. Au départ, il est arrivé en tant que vétérinaire, et en fait, très vite, il s'est fait élire sur la liste de Amadou Ahidjo en 1956 aux élections législatives, et donc il est devenu député en fait à l'Assemblée territoriale camerounaise entre 1956 et 1959 jusqu'à son décès. Il était vice-président de l'Assemblée aussi pendant un moment, et puis membre de conseil d'administration. Enfin, il était un personnage politique de la vie coloniale française, au Cameroun. Le Cameroun, son indépendance, c'est autour de 60, ouais. Dans le dossier de présentation en fait de l'exposition, il y a une question ouverte très forte que vous posez, c'est que faire quand on hérite du mauvais côté de l'histoire, donc pour le coup du colonisateur. Est-ce que ce travail a transformé votre rapport à votre histoire familiale ? Ou est-ce que c'est un work in progress toujours ? C'est un work in progress, surtout que moi je me suis construite en tant qu'adulte autour de valeurs profondément antiracistes, anticolonialistes et féministes. Et qu'en fait, je découvre petit à petit que cette histoire-là fait partie de moi aussi. Et vu que c'est un projet en cours et que j'en suis vraiment au début, c'est déjà mettre à plat le plus d'infos possible, poser le contexte,
et poser des questions, surtout parce que je suis pas journaliste, je suis pas historienne et que j'ai vraiment envie de mettre en lumière cette histoire-là par l'histoire intime et familiale. Parce que pour moi, il y a une forme de responsabilité aussi, qu'elle soit collective avec les institutions, etc., mais de manière individuelle, de parler de ces histoires coloniales dans nos familles, c'est important. Ouais. Et vous avez la chance, aujourd'hui encore, d'avoir des témoins contemporains de cette époque. Au-delà des images qu'il s'agit d'interpréter, vous avez des gens autour qui peuvent vous aider. Vous parliez tout à l'heure d'une forme de cryptage de la boîte noire. Vous avez des gens qui vous permettent de les décrypter. Oui, complètement. Dans la bande sonore qu'on entend à un moment donné, il y a une personne de votre famille donc, qui évoque l'Afrique à travers sa luxuriance, la beauté de ses paysages, de la nature, etc. etc. Ça vous confronte aussi au regard de votre propre famille sur cette histoire coloniale. En fait, c'est un sujet en interaction, en discussion. Complètement, parce que en fait, j'ai appris aussi que cette histoire coloniale, elle n'appartenait pas que juste à mes deux grands-parents, à mon père et à ma tante. Il y avait aussi d'autres branches dans différents endroits de l'arbre généalogique qui étaient liées à l'histoire coloniale française. Et que c'est des gens qui ne sont pas du tout issus de la même génération que moi, pas du tout du même parcours. Enfin voilà quoi. Et moi, j'arrive à 26-27 ans avec mes gros sabots, mon regard hyper extérieur sans avoir jamais connu personne de cette famille. Donc forcément, j'ai peut-être un regard plus critique aussi. Et que c'était un échange aussi de, peut-être pour ces personnes-là, de prendre du recul sur leur propre histoire, les personnes qu'elles ont rencontrées, par exemple Amadou Ahidjo, Oui, qui est un personnage important parce que... Qui est un personnage important dans mon histoire, ouais. Et par la suite, il deviendra, donc au moment de l'indépendance, il devient président de la République, c'est ça? Ouais. Pendant une vingtaine d'années. Au moins, ouais. Et qu'en fait, il était très proche de mon grand-père, ils étaient amis, et que du coup, dans l'imaginaire et dans les souvenirs de beaucoup de personnes, c'était une figure sympathique, et que moi, j'arrive avec tout le bagage de ce qui s'est passé entre-temps, et de toutes les recherches justement autour de démarches postcoloniales, de venir creuser dans le passé pour un peu mettre dans le contexte les choses. Et donc, ouais, c'est vraiment un échange entre... un vécu, le mien, nos regards qui sont différents, et moi aussi mettre un peu plus de recul en me disant il y a aussi des contextes, il y a aussi des parcours. Vous le dites aussi, un regard générationnel en fait oui, sur ces questions. Oui, complètement. Alors Manon, avant que l'on se quitte, pourriez-vous nous dire comment vous envisagez la suite de cette saga à la fois familiale et historique? Est-ce que vous savez déjà vers quelle forme vous allez, puisque on l'a dit, ce projet est protéiforme, et est-ce que cette enquête qui peut prendre de multiples directions, elle a d'ores et déjà une ligne de mire, une fin attendue? Alors, non, je pense que ça va me prendre un petit bout de temps quand même, mais j'ai envie de prendre le temps aussi de faire bien les choses. Il y aura toujours, il faut que je continue à numériser ce fonds d'archives, déjà, en premier lieu, pour valoriser ces images. Continuer mon enquête sur le terrain en France, parce qu'il y a des gens que je n'ai pas encore rencontrés. À terme, évidemment, aller au Cameroun, mais ça se fera au moment où j'aurai des pistes, des contacts, des financements aussi, parce qu'une grosse partie de cette enquête a été autoproduite, donc ça prend du temps. Et pour la forme, sûrement un film documentaire en argentique, peut-être de l'édition. Un podcast aussi, j'aimerais beaucoup, qui retrace toute l'enquête, plus sur le point de vue moi qui raconte, quoi. Et puis une fin un jour, j'espère, mais... Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce projet peut vous mener ailleurs. Oui, complètement, ouais. Dans une continuité. Très bien. Merci beaucoup Manon. Merci d'avoir partagé ce récit intime ancré dans un continuum pour le coup plus large. On peut toujours découvrir Boîte Noire pour quelques jours encore jusqu'au 17 mai au 104 dans le cadre du festival de Circulation. Et on vous laisse un peu de temps, mais j'espère qu'on verra dans les années à venir la forme définitive que prendra votre projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des messages et des étoiles sur vos plateformes préférées.